Bonjour. Notre journal de l'orthodoxie vous présentera aujourd'hui une sélection d'événements de l'orthodoxie en France et dans le monde et évoquera quelques publications. Puis, j'ai le grand plaisir de recevoir le métropolite Stéphane Charalambidis, métropolite de Tallinn et de toute l'Estonie, primat de cette église autonome qui est dans la juridiction du patriarcat œcuménique de Constantinople. Monseigneur Stéphane vient de publier avec le journaliste Jean-François Jolivalt la véritable histoire des orthodoxes d'Estonie aux éditions L'Harmattan. Nous parlerons alors avec lui de l'orthodoxie en Estonie, cette république baltique qui fait désormais partie de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004. La rubrique d'ici et d'ailleurs portera sur la célèbre et prestigieuse école de théologie orthodoxe de Chalki, du patriarcat œcuménique de Constantinople en Turquie, qui a formé depuis 1844 des patriarches, des évêques, des pasteurs et théologiens de toutes les églises orthodoxes et qui reste, malheureusement, fermée par décision des autorités turques depuis 1971. Bonne émission à tous. France, Monseigneur Irénée Avramidis est le nouvel évêque auxiliaire du métropolite Emmanuel de France. Son ordination épiscopale a eu lieu à la cathédrale grecque Saint-Étienne à Bizet, à Paris, le dimanche 8 février dernier. Être pleinement dans le monde, mais pas de ce monde, vivre la foi chrétienne aujourd'hui, est le thème du 15e congrès triennal de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, qui aura lieu du 30 avril au 3 mai 2015 à Bordeaux, sous le patronage de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Les travaux de restauration de la cathédrale orthodoxe russe de Nice, un des joyaux spirituels et touristiques du sud de la France, seront achevés, selon des sources du Kremlin, vers la fin de cette année 2015. Le 12 février dernier, jour de la fête des 3 saints docteurs, selon l'ancien calendrier, le chantier de la future cathédrale orthodoxe russe au quai Branly à Paris a été béni par un office d'action de grâce célébré par Monseigneur Nestor en présence de l'ambassadeur russe en France, M. Orlov, et de plusieurs officiels et fidèles. Le synode de l'Église orthodoxe roumaine, qui s'est réuni sous la présidence du patriarche Daniel les 5 et 6 février dernier, a évoqué l'utilisation des moyens de communication modernes à des fins pastorales et a indiqué que cette utilisation, doit se faire dans le but de promouvoir la mission, la vie spirituelle et l'unité de l'Église et non à leur détriment. Un important colloque a eu lieu à l'université Aristote de Thessalonique du 22 au 24 janvier, ayant pour thème Diaconesse, ordination des femmes et théologie orthodoxe, qui a souligné la nécessité d'aborder cette question non pas sur la base d'arguments sociologiques, ni de ceux de la tradition, mais à la lumière de la réflexion théologique. Sur les publications, 5 leçons sur l'orthodoxie est publiée aux éditions des DB par le père Guy Fontaine, recteur de la paroisse orthodoxe Saint-Alexandre Nevski à Liège, en Belgique. Cet enseignement cherche à faire connaître l'orthodoxie à travers 5 leçons sur l'orthodoxie elle-même, l'icône, le chant sacré orthodoxe, la prière de Jésus et la femme dans l'Église. Dans 2 martyrs dans un monde sans Dieu, publié par le père Michel Evdokimov aux éditions Salvator, il est question de 2 témoins martyrs du Christ, victimes de 2 totalitarismes, l'un protestant, Dietrich Bonhoeffer, victime du nazisme, et l'autre, le père Alexandre Mene, victime du totalitarisme soviétique. Il y décrit les mécanismes de résistance morale et spirituelle et les relais d'espérance que leur vécu nous témoigne. Les éditions Jade viennent de publier un très beau CD, collector, en hommage au grand chef de chœur byzantin, Lykorgos Angelopoulos, décédé le 18 mai dernier, à entendre certainement. Le grand jour s'est finalement levé. Les temps durs et sombres des épreuves qui nous ont affligés, en même temps qu'unis, dans notre travail de création commun, sont révolus. La paix et l'amour aident maintenant à nouer ce qui avait été défait auparavant. Cheminez en bon ordre, entretenez la paix fraternelle, sans jamais oublier que ce grand jour exigera de vous. Laissez-le se répandre sur la surface pure de l'Estonie où, en dépit de toutes les épreuves, vous avez travaillé avec tant de ténacité et d'enthousiasme à la consolidation de votre Église. Ces paroles prophétiques et d'une grande épaisseur spirituelle sont celles de saint Platon d'Estonie,
évêque orthodoxe de Tallinn, Reval en français, en 1917, en plein tumulte de la révolution bolchevique, est sauvagement martyrisé avec 2 de ses prêtres en 1919. Figure spirituelle de référence et protecteur de l'Église orthodoxe d'Estonie, il a été canonisé par le patriarcat œcuménique en l'an 2000 et déclaré également saint néo-martyr par le patriarcat de Moscou. L'histoire contemporaine de cette république balte, entourée par la Russie à l'est, la Finlande au nord et son golfe de Finlande, par la mer Baltique plus à l'ouest et la Lettonie au sud, l'Estonie est pleinement marquée par les blessures et les tumultes du XXe siècle et ses totalitarismes. La présence chrétienne, qu'elle soit catholique et protestante, mais aussi et surtout orthodoxe, est très ancienne et enracinée dans cette république balte qui fait désormais partie de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004, avec la belle ville de Tallinn, son port marchand, dont la vieille ville est classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO comme capitale. C'est en 1999 que le métropolite Stéphane Karalambides a été appelé par le patriarcat œcuménique de Constantinople à devenir métropolite de Tallinn et de toute l'Estonie, pour revivifier et veiller à la destinée de cette église autonome au sein de la juridiction du patriarcat œcuménique de Constantinople. Il s'est dépensé depuis sans limite, avec ténacité, audace et élan, et rarement un évêque a épousé autant son nouveau peuple en Christ, ses rites et ses traditions, en les adoptant, mais en se faisant adopter par eux aussi. Depuis, un travail considérable, missionnaire, pastoral et organisationnel a été effectué, non sans grande difficulté, qui fait qu'aujourd'hui, des structures ecclésiales pérennes sont là, avec un pasteur entouré de ses évêques et ses prêtres et de son peuple, qu'il guide et se fait guider par lui pour le témoignage du Christ dans ces contrées. Une date marquante fut en septembre 2013, le 90e anniversaire du Thomas patriarcal de Constantinople de 1923, conférant l'autonomie à cette église. Les festivités ont été marquées par la présence de sa sainteté, le patriarche Bartholomée, qui a rencontré non seulement le peuple de Dieu dans ces contrées, mais aussi les représentants de l'État et les autres autorités religieuses du pays. Pour parler de l'Estonie orthodoxe, j'ai le plaisir de recevoir le métropolite Stéphane, qui a publié fin 2012 La véritable histoire des orthodoxes d'Estonie, aux éditions L'Harmattan, ouvrage co-rédigé avec le journaliste Jean-François Jolivald. Monseigneur Stéphane, qui est un ami très proche et connaît très bien la France, ayant été pendant plusieurs années et jusqu'en 1999 évêque auxiliaire responsable du sud de la France, auprès du métropolite au début Méletios, par la suite Monseigneur Jérémie, actuel métropolite de Suisse et prédécesseur du métropolite Emmanuel à la tête de la métropole grecque orthodoxe de France. Il nous a été en quelque sorte arraché au sens propre et au sens figuré pour accomplir ce devoir et cette mission ecclésiale en Estonie. Monseigneur Stéphane, bonjour. Bonjour Carole. Aujourd'hui, je vais faire une exception. Je vais te tutoyer parce que je ne peux pas vous voyer un ami très cher. Mais ça m'arrange très bien aussi. Et qui en plus a baptisé ma première fille, Anastasia. On a un passé. On a un passé, absolument. Et puis je suis dans les médias, je suis tes traces en France parce que tu étais l'homme des médias et de la communication en France. Mais moins bien que toi. Ah, je suis sûr que je suis un bon élève. Pour parler un peu de l'Estonie, si on peut situer un peu l'histoire de l'orthodoxie dans ce pays. Je sais que l'histoire de l'Estonie est très ancienne, mais l'orthodoxie, comment elle se situe dans ce pays-là? Je crois qu'il est bon de remettre un peu dans nos mémoires la réalité telle qu'elle par rapport à l'arrivée du christianisme en Estonie. Mmh. Et l'arrivée du christianisme en Estonie, elle est au XIe siècle avec Kiev. Lorsque Kiev a été est passé à l'orthodoxie, suite d'ailleurs à ce travail qu'avait fait le patriarche Photius de Constantinople avec les Vikings, parce qu'il voulait créer une route commerciale qui nécessairement passait par Tallinn. D'ailleurs, Tallinn, c'était l'autre bord de la Baltique. Il fallait passer par Tallinn pour aller vers Constantinople, les pays arabes. Et Tallinn, ça veut dire en estonien la ville des Danois. Donc c'est une ville créée par les Vikings, par les Scandinaves, et l'ouverture s'est faite. Évidemment, elle est plus ancienne, Tallinn, que l'arrivée du christianisme, mais lorsqu'il y a eu le baptême des orthodoxes à Kiev, le prince Yaroslav a créé à Tartu une église orthodoxe. Qui est une ville estonienne, Tartu. Oui, qui est
je dirais, la ville intellectuelle qui est au centre de l'Estonie. Et donc c'est par l'intermédiaire de Kiev qu'on a commencé à avoir une présence chrétienne en Estonie. Et puis les moines du Moatos qui sont passés donc par les pays baltes pour aller jusqu'en Carélie, où ils ont fondé le monastère de Valamo. Et d'ailleurs, dans le lac de Ladoga, en Carélie, il y a une petite île qui s'appelle encore l'île des Grecs, parce qu'il y avait justement cette montée des moines. Donc la route commerciale d'un côté, la présence à Kiev du baptême donc des orthodoxes à Kiev, la mission qui s'était ouverte fait qu'au XIe siècle, nous avons une première présence chrétienne qui est la présence de Byzance, la présence orthodoxe. Et après, au XIIe siècle, nous avons la venue des barons baltes, qui sont donc des anciens croisés allemands. Et là, à ce moment-là, donc, par la force, on baptise et on impose la présence des catholiques. Et à ce moment-là, se fait le basculement de l'Estonie dans le giron de Rome. Et à partir de là, l'Estonie prend donc ses marques par rapport à l'Europe latine et plus par rapport à l'Europe byzantine. Et puis après, Luther arrive, et à ce moment-là, nous avons un autre basculement. Et là, grâce au roi de Suède, qui avait joué un rôle important et qui occupait à ce moment-là, qui avait une présence en Estonie, avec cela, c'est le luthéranisme qui s'impose et qui marque alors le pays d'une façon très profonde du point de vue de la pratique, du point de vue des comportements, etc., etc. Jusqu'au XVIIe siècle. Le XVIIIe siècle, à ce moment-là, donc, il y a la victoire du tsar de Pierre le Grand sur la Suède, et c'est à ce moment-là la Russie qui entre en jeu. Et donc qui prend le relais, de nouveau une influence orthodoxe pendant 2 siècles. Et à ce moment-là, même l'Église orthodoxe est utilisée comme moyen, non seulement pour propager la foi, mais aussi pour russifier le pays, ce qui n'a jamais pu être possible d'ailleurs. Et puis alors, à partir du XIXe siècle, ce qui nous intéresse directement, au XIXe siècle, il y a eu, en 1800 et quelques, il y a eu 3 ans sans pluie en Estonie, une période de 3 ans sans pluie, grande famine, le monde paysan qui était encore sous le servage à l'époque, le monde paysan envoie une délégation à Riga, puisque c'était Riga qui était le centre de l'Estlandie, etc., de tout ce qui était autour de l'Estonie et l'Estonie elle-même. Et la délégation paysanne rencontre le gouverneur de Riga, qui les envoie balader carrément, il faut le dire. Et puis après cela, ils vont voir l'évêque orthodoxe de Riga, qui les reçoit avec beaucoup d'humanité, qui leur apporte une aide matérielle conséquente. D'ailleurs, il l'a payé de sa propre vie, puisqu'il a été envoyé en exil, et puis il est mort, on ne sait pas très bien dans quelles circonstances. Et les paysans reviennent en Estonie, et les chefs de la délégation étaient particulièrement intéressés et émus par ce qui s'était passé avec l'évêque, et ils décident dans les campagnes de passer, de devenir orthodoxes, de se convertir à l'orthodoxie. Et c'est là que, alors à ce moment-là, les Russes, sous le conseil de gouverneurs local, envoient alors des prêtres pour russifier le pays. Le gouverneur avait dit au tsar, si vous voulez que ces gens-là deviennent russes, envoyez des prêtres. Et on commence comme ça. Et alors, c'était tout des serfs. Il y avait un dépendant des barons baltes. Et alors, le tsar décide de donner de la terre et la liberté aux serfs qui deviennent orthodoxes. Et c'est comme ça qu'on commence à avoir des conversions. Parce que les Estoniens sont très traditionnalistes, c'est très difficile de les changer. Mais c'était quand même alléchant de devenir libre, avoir une terre, etc. Et après, un autre décret est arrivé en disant que toute personne qui devient orthodoxe n'a plus le droit de changer de religion, ni
la personne ni ses enfants. Et c'est comme ça qu'on a implanté dans les villages une présence orthodoxe. Et alors, au début du XIXe siècle, on commence à voir apparaître donc des réalités orthodoxes. Et au début du XXe siècle, alors, on a un groupe, à peu près 60 000 orthodoxes dans le pays, et on commence à traduire alors les textes en estonien. À ce moment-là, il y a aussi les mouvements d'indépendance qui apparaissent. Les orthodoxes commencent à jouer le jeu. Les prêtres orthodoxes d'Estonie sont tous des Estoniens, alors que les pasteurs sont encore des Allemands. Enfin, il y a vraiment tout un travail jusqu'à l'arrivée de Platon. De Platon. Donc la figure de Saint Platon, puisqu'il a été canonisé, martyrisé, en fait, au moment de la Révolution soviétique. Premier évêque estonien. Il était évêque vicaire du métropolite de Saint-Pétersbourg. Il a reçu en charge le diocèse d'Estonie. Et ça a été une grande figure, très grande figure, un vrai pasteur. Il a été ordonné donc évêque en 1917, oui, 17, à Tallinn. En un an et demi, il a visité toute l'Estonie. Il faisait ça en cheval d'ailleurs. Une belle figure d'ailleurs. Oui, il avait une grande connaissance même astrologique, parce qu'on dit que les soirs, pendant ses déplacements, les gens se réunissaient autour de lui, il leur parlait des étoiles, etc. Enfin, c'était un homme polyvalent. Ce qu'il a écrit en 1919, que vous avez repris en fait. Voilà. Et alors, à ce moment-là, quand le pays commence à travailler pour son indépendance réelle, à partir de 17, il est une des figures de proue. Et en 18, nous avons un premier parlement avec une proclamation de république. Ça n'a pas duré longtemps, mais alors là, il prend position. C'est le texte que vous avez lu. C'est ça. Et puis en 1919, alors, il est martyrisé. Il est martyrisé. Venons-en à ton arrivée en Estonie, en 1999. Qu'est-ce qui fait qu'un évêque chypriote d'origine, mais qui a vécu au Congo, qui est parfaitement francophone, vient dans un travail missionnaire en Estonie? Avant de répondre à ces questions, je voudrais terminer un peu. Oui. Il faut savoir qu'entre 1918 et 1940, c'est ça, l'Église orthodoxe est passée de 60 000 fidèles à 200 000. Ce qui est énorme. C'est dire le travail qui avait été fait, la progression, parce que les orthodoxes s'étaient impliqués dans le travail d'indépendance du pays. Et ça, c'est quelque chose d'inouï. Donc, en 40, on a hérité de 200 000 fidèles, dont 50 000 étaient d'origine russe. C'était les anciens commerçants, les gens qui faisaient des va-et-vient et qui avaient fini par s'installer en Estonie. Et tout le reste, c'était des autochtones. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui fait que j'arrive là? Mais entre 40 et 1999, il y a eu le rouleau compresseur soviétique. Toutes les histoires entre les nazis et Staline, avec les accords secrets Ribbentrop-Molotov qui ont été terribles pour l'Estonie, où l'Estonie a été tout le temps plongée dans une sorte de micmac, tantôt ceci, tantôt cela. Et en 1945, l'Église russe s'installe, ils chassent en 1944 les Allemands, les Russes. Et en 1940, il y a eu les accords entre 1940 et 1942, c'était les Allemands qui étaient sur place. Et puis en 1944, il y a donc le renvoi des Allemands. Et en 1945, l'exil de mon prédécesseur. À ce moment-là, il y avait 180 prêtres, 4 évêques, 153 lieux de culte. Ce qu'il faut dire qu'en 1923, il y a eu en fait un tomos patriarcal de Constantinople. En 1923, il y a eu le tomos patriarcal de Constantinople, donnant l'autonomie à la Finlande et à l'Estonie. Parce qu'en fait, les évêques qui dépendaient du patriarcat de Moscou, ils avaient un problème de communication, c'est ça, avec l'Église russe. Tout à fait. En raison de la Révolution. Déjà, les Estoniens avaient demandé d'être indépendants. Le patriarche Serge avait fait quelques propositions, mais pas une autonomie comme la nôtre. C'est-à-dire, il permettait d'avoir une plus large indépendance dans certains domaines, le domaine économique, le domaine de l'éducation, le domaine de la pastorale. Et c'est intéressant parce qu'en 1923, le patriarche œcuménique
n'a pas donné l'autocéphalie, mais l'autonomie à notre Église et à la Finlande, en le justifiant par le fait que oui, il n'y a plus de relations possibles. C'est ce que disait l'automos. Oui, ouais. mais par respect pour le patriarche de Moscou. C'est ça. On garde l'autonomie, on ne donne pas l'autocéphalie. C'était une bonne chose quand même, parce que nous sommes toujours sous la protection, nous ne sommes pas encore assez forts pour nous développer, mais nous avons tout le fonctionnement d'une Église autocéphale. Et ceci étant dit, donc, mon prédécesseur, le métropolite Alexandre, a géré cette église jusqu'en 1944. En 1944, il est parti en exil. En 1945, notre église a été, de façon anticanonique et brutale, dissoute, remplacée par un diocèse du patriarcat de Moscou. Et nos fidèles sont restés dans les catacombes, comme ça. Et en 1978, le patriarche Alexis Ier avait demandé d'ailleurs à Constantinople de supprimer l'autonomie de notre Église parce qu'il n'y avait plus d'église locale. À l'époque, il y a eu une suspension, en fait. Et le patriarcat a suspendu ça, en disant, en pensant qu'un jour peut-être ça changera. Et c'est ce qui s'est passé. Et en 91, quand le statut a changé et que le pays est redevenu indépendant, c'est évident qu'à ce moment-là, les Estoniens n'ont pas oublié, ils ont demandé de récupérer leur autonomie. Alors aujourd'hui, c'est une église, en fait, un travail énorme que tu as fait, je suis avec des évêques. Tu as 2 évêques auxiliaires, il y a un séminaire, il y a 2 monastères, il y a un monastère féminin, c'est ça? Un monastère féminin et on prépare un monastère masculin. Un monastère masculin, il y a un séminaire aussi qui a été installé. Qui vient d'être maintenant reconnu officiellement par l'État aussi. Mais moi, je suis arrivé en 99, il n'y avait absolument rien. C'est ça, un véritable travail missionnaire. C'était on était en dessous de zéro. J'ai retrouvé 17 prêtres, avec une moyenne d'âge assez conséquente quand même, parce que certains étaient très âgés. Actuellement, nous en sommes à 50. Ben voilà. Avec une moyenne d'âge autour de 42-45 ans. Et il n'y avait pas d'autres évêques auxiliaires. Là, et j'étais seul évêque. Là, il y a un synode, en fait. Et maintenant, on a de vrais évêques. Ce n'est pas des auxiliaires, puisque des vrais dans évêques les de territoire. On a trois territoires diocésains. Il y a un archidiocèse et 2 diocèses. Donc, on a 2 évêques en plus. Donc, nous sommes 3. On a un vrai synode. On a ces 50 prêtres. Et moi, j'ai hérité en 2000 de 18 000 fidèles et nous sommes à 30 000 aujourd'hui. C'est parfait. Et je sais que ton installation n'était pas facile et que la situation était compliquée aussi avec le patriarcat de Moscou. Alors, dans ton livre, en fait, c'est clair en fait, que c'est ta vérité que tu expliques, qui est très poignante. Comme il y a peut-être en fait, du côté du patriarcat de Moscou leur vérité à eux. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces mots de réconciliation que tu as lancés en 2013, au moment du 90e anniversaire, et tu dis, en fait, ça, c'est le témoignage le plus important pour l'avenir. C'est cette réconciliation entre ces 2 églises. Le problème, c'est que si dans mon cœur, il y a une immense amertume et une immense déception, c'est l'histoire de notre relation avec Moscou. Parce que moi, quand je suis arrivé en 1999, je suis venu après l'accord de Zurich. Et l'accord de Zurich prévoyait 3 choses entre le patriarcat de Moscou et notre juridiction. Il faut quand même, il faut quand même que je m'arrête un peu. Il y a aujourd'hui 175 000 orthodoxes en Estonie. 140 000 sont russes, sont du patriarcat de Moscou. 145 000 et nous 30 000, 175 000. Et nous sommes devenus la première religion en Estonie. Par rapport aux luthériens, seconde religion, qui sont autour de 168 000, et tous les autres chrétiens autour de 25 000. Alors, dans cet accord de Zurich, il était dit que on allait faire un référendum, premièrement, et que les orthodoxes allaient choisir entre la juridiction de Moscou et celle du patriarcat de Constantinople, c'est-à-dire la nôtre, parce que nous sommes l'Église autonome, nous sommes sous protection. Nous ne sommes pas une juridiction du patriarcat de Constantinople. Ça, j'insiste là-dessus, comme on essaye de le faire dire. Nous sommes sous la protection, nous sommes un protectorat de Constantinople, mais nous sommes une Église autonome. C'est ça. Alors, nous avons eu ce référendum. 65, nous avons eu sur les 83 églises qui restaient, ou un peu plus, nous avons eu 65 qui sont restés avec nous, le reste est passé à Moscou,
Entre-temps, il y a eu d'autres constructions. Aujourd'hui, il y a une trentaine de paroisses chez les Russes. Il y a 65 paroisses chez nous. Majoritairement, nous avons les paroisses, minoritairement le nombre, à cause du changement de population. Et actuellement, en fait, les choses se mettent en place, je dirais, pour cette réconciliation. Voilà. Alors, c'est pas fini. Il va falloir qu'on puisse conclure. C'est pas fini. Non, non, non. C'est-à-dire que l'accord de Zurich précisait qu'on allait faire un référendum, que les sanctions qui avaient été mises contre nos prêtres allaient être levées et que la question des propriétés allait être réglée. Parce que le gouvernement soviétique avait nationalisé nos biens, mais quand nous sommes revenus en Estonie, conformément au droit international, du fait qu'il n'y avait pas eu d'interruption à cause de l'exil, nous avions le droit de récupérer nos biens. Et nous avons récupéré tous les biens nationalisés avant 1940, dont ceux qui étaient occupés par le patriarcat de Moscou. Eh bien, jamais le patriarcat de Moscou, parce qu'il voulait d'abord qu'on règle les questions des propriétés. Mais je leur avais dit, nous sommes des jure et de facto reconnus. Essayons d'abord de nous réconcilier, essayons d'avoir la communion, et après nous pourrons régler les problèmes. Sur cette perspective, on espère, on peut toujours espérer. Oui, mais c'est une grande amertume parce que quand j'étais en France, tout le monde savait combien j'étais disponible pour tous les orthodoxes et aussi pour le patriarcat de Moscou. Et j'avais eu cet immense espoir qu'en arrivant en Estonie, nous allons continuer sur cette lancée. C'était pas du tout ça. Il faut garder l'espoir, Monseigneur. Oui. Je voudrais te remercier pour cet entretien et cet éclairage en fait sur la présence orthodoxe en Estonie. Peut-être à une prochaine émission. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un grand honneur pour moi. Et puis, à travers cette émission, je dis un grand bonjour à tous nos amis qui ne m'ont pas oublié, avec lesquels je suis en relation. Merci beaucoup. Carole. Merci. Les 3 vidéos qui suivent vous donneront un parfum de ce lieu chargé d'histoire qui cherche à se projeter dans l'actualité de l'Église d'aujourd'hui. À la prochaine émission.